continuent à subjuguer les enfants dans les cirques, mais aussi les adultes dans les cabarets par leurs numéros saisissants, les magiciens ont toujours suscité admiration et surprise. Et il en est un qui, de son vivant, venu du département de l'Eure, a rassemblé les foules de la France entière à chacune de ses représentations. Il s'agit de Joseph Saturnin Buot, dit le mage Carrington. C'est une histoire exceptionnelle que je vous propose de redécouvrir à travers ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Derrière ce nom mystérieux se cache un homme simple, Joseph Saturnin Buot, né à Quatremar, à quelques lieues de Louviers, département de l'Eure une nouvelle fois. Nous sommes précisément au tournant du XXe siècle, une Normandie rurale, faite de bourgs, de foires, de veillées, où les spectacles étaient précieux pour les populations locales, animaient les bourgs et les communes rurales de ce dernier, bref, permettaient de passer du bon temps et de se rencontrer aussi. Très tôt, Joseph Saturnin Buot a étonné, surpris aussi bien les membres de sa famille que ses camarades de classe au sein des cours de récréation. Il n'a en effet pas attendu longtemps pour s'initier à la magie et surprendre par la facilité avec laquelle il arrivait à faire disparaître et réapparaître des pièces de monnaie ou tout objet avec, vous savez, vous voyez sans doute cet esprit, ce visage malicieux, ce regard et ce sourire qui ne laissait pas indifférent et laissait une trace dans les souvenirs de ses camarades de classe qui étaient émerveillés par ces tours de passe-passe. Alors, à cette époque, la magie n'est pas encore ce qu'elle adviendra et ce qu'elle est aujourd'hui. Elle se situait à l'époque à la frontière du divertissement, de la science et parfois même du mysticisme, avec de grandes figures qui prenaient le titre de mages, quelques grands noms comme Robert Houdin, Méliès et d'autres illusionnistes du Magical qui ravissaient les esprits de leur auditoire, un public qui voulait rêver et qui se laissait facilement bercer par ces mystères qui étaient les tours de passe-passe, les tours de magie, les illusions orchestrées par ces mages, de véritables figures déguisées qui importaient, qui voulaient se façonner une forme de notoriété et d'histoire, un verbatim, bref. Pourtant, Joseph Saturnin Buot ne vécut pas directement de la magie. Il a d'abord occupé quelques fonctions, quelques métiers qui étaient bien éloignés de la magie, de l'illusion, puisque notamment, durant sa jeunesse, il fut préparateur de médicaments. Ce qui bien que le jour, il soignait et le soir, il faisait rêver. Mais sa passion pour le spectacle n'a jamais cessé de croître, de grandir, nourrie par les revues, les affiches, les récits détournés de ces mages qui, encore une fois, avaient une image nationale pour beaucoup d'entre eux, jusqu'au jour où il prit enfin la décision de se lancer pour de bon, à côté de sa profession, avec comme nom de scène inspiré d'une revue, Mage Carrington. Voilà, enfin Joseph a franchi le pas, a fait le pas pour devenir lui-même un aspirant mage. Un nom qui sonne anglais, mystérieux, mais aussi international, un nom qui, somme toute, était fait pour l'affiche. Et Carrington se spécialisa rapidement dans ce qui fascinait le plus à l'époque, l'hypnotisme et la prestidigitisation. Deux arts qui jouaient avec la limite et la perception humaine. Ces numéros faisaient sensation sur sa terre natale, autour de Louviers à Quatremar et Buot, s'est vite bâti une réputation prometteuse, mais alors que sa destinée semblait s'écrire, que son ascension était en train de démarrer, le monde a basculé et sa vie aussi. Car la Première Guerre mondiale est venue surprendre le monde entier et interrompre la destinée de milliards d'âmes sur la Terre.
En 1915, Buot fut envoyé au front précisément à Verdun. Terrible théâtre de guerre où la magie n'avait aucune place, où les assauts dans la boue, où le feu, la mort, le cri de douleur d'hommes aussi bien alliés que adversaires rythmaient le quotidien. Au front, à Verdun, il n'était pourtant pas rare de voir Buot, Carrington, à l'œuvre durant les heures de permission. Il n'était pas rare de le voir distraire ses compagnons d'armes dans les tranchées. Ces tours ont pris alors une dimension singulière, une dimension particulière, car grâce à son adresse et à ses tours de passe-passe, il est parvenu durant quelques instants à extirper les soldats du fracas des bombes, du sifflement des balles et de l'odeur pestilentielle des cadavres éventrés. Oui, Carrington a pris sur lui. Il a trouvé dans la noirceur de son engagement à Verdun, une lumière, celle du divertissement grâce à son talent, grâce à sa vocation de vie en somme, celle de la magie, celle de l'illusion. Et donc, dans ces tranchées, la magie ne divertissait pas, elle soulageait les hommes, elle suspendit dès lors l'horreur. Alors, dans cet environnement, notre Normand est passé. Il n'a pas dépéri. Il est resté vivant et rentré en Normandie sain et sauf à 25 ans, au moment de l'armistice du 11 novembre 1918. Il est revenu en Normandie, dans les départements de l'Eure, comme tant d'autres, et a retrouvé une France meurtrie, une France endeuillée, une France épuisée, mais aussi une France qui avait dès lors soif de vie, qui avait soif de divertissement. Et c'est ainsi qu'il reprit son ascension, qu'il reprit son rôle de mage Carrington, en prenant la route pour exercer son métier, celui de ses rêves. Ce fut le début d'une tournée de spectacles qui ont marqué les esprits dans une France en quête de réjouissance pour oublier le fracas des bombes et la disparition des hommes du pays. Le spectacle est dès lors en somme, c'est ce qu'il faut retenir, chers auditeurs, devenu essentiel. Les foires, les salles municipales, les théâtres de province furent pleins à craquer chaque week-end, à chaque manifestation. Nous voulions rire, frissonner, croire à l'impossible, vivre après des années de mort. Alors Carrington, dans ce contexte d'effervescence, d'émulation, se déplaçait de ville en ville, en voiture ou à cheval pour distraire les Français. Citons Évreux, citons Rennes, la commune de Vitré. À chaque étape, l'affiche annonçait l'arrivée du célèbre Carrington. Lesté de ses 350 kilos de bagages, décors, cages, animaux, accessoires, Carrington savait aussi se vendre. Il cultivait l'exagération, le panache. Il aimait s'annoncer en ville, imaginez-le comme un vainqueur, en prétendant revenir d'une tournée triomphale en Europe. Ayant joué devant le roi Albert de Belgique, Alphonse XIII d'Espagne, des centaines de spectacles à l'étranger, aucune de ces affirmations n'était vraie, bien entendu, mais cela faisait partie de son personnage. Le public ne lui en volait pas, au contraire, il en redemandait « Allez-y, Carrington, allez-y ». Quoi qu'il en soit, le magicien a sillonné les routes de France durant plus de 30 années pour le plus grand bonheur de tous. Carrington appartient à cette génération d'artistes itinérants qui apportaient la culture partout. Il hypnotisait des tourterelles, des coqs, des chiens, des lapins, mais aussi des volontaires humains figés sous les yeux médusés de la foule. Et durant toutes ces tournées d'activité, en somme,
sa renommée n'a cessé de s'agrandir. Le bouche à oreille fit son œuvre dans tout le pays et ses spectacles ont évolué avec de grandes illusions, de la catalepsie, des mises en scène théâtrales, et le Normand ne fut plus seulement un artiste de province, mais un artiste de renommée nationale, au point qu'il fut invité à se produire sur les scènes les plus prestigieuses, l'Olympia, le cirque Medrano, le cirque d'hiver Bouglione, Mayol, et cette fois-ci, pour de vrai, chers auditeurs, Carrington est devenu un nom. Carrington poursuivit ses grands spectacles d'illusion jusqu'en 1962, avant de se retirer à Louviers, aux côtés de sa dernière partenaire et troisième épouse, Lynn Saban, connue sous le nom de Manita, nom de scène, puisque elle aussi était engagée dans cet univers de l'hypnotisme, dans l'univers de l'illusionnisme. Le rideau est tombé doucement, sans fracas, comme un dernier tour. Progressivement, Carrington a vieilli, a pris de l'âge, a de moins en moins joué sur les scènes, fut moins à l'affiche et périra, expira son dernier souffle. Son héritage réside à Louviers par l'organisation d'une épreuve de crosse éponyme ayant lieu chaque année le 11 novembre. 11 novembre qui rappelle cet armistice de la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel il aura rassuré, il aura réconforté bon nombre de ses frères d'armes. C'est un hommage discret mais fidèle à un homme qui fit rêver toute une génération, à un Normand qui sut toute sa vie faire oublier la réalité en la faisant disparaître, ne serait-ce qu'un instant. Désormais, chers auditeurs, j'ai l'habitude de le dire, vous le saurez.